Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Oui, Ok, donc bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation des fonds et du programme Acte+. Donc ce que tu juste, n'arrivais pas, c'est tout simplement merci de à... bien, voilà, merci couper le son. Donc juste pour commencer, quelques mots d'introduction. Donc on vous propose ce webinaire dans le cadre du Centre de ressources pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce centre de ressources a été créé en 2019. Il est porté par l'État, donc SGAR et DREAL, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME et la Banque des Territoires. Et c'est un centre de ressources qui est animé par Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Donc ces cibles, donc ce sont les personnes présentes aujourd'hui, donc acteurs territoriaux, EPCI, syndicats, ALEC, SPL et les maîtres d'ouvrage publics. Donc sur ce site, vous pouvez notamment trouver des ressources qui sont régulièrement mises à jour. Donc notamment une partie agenda avec les événements qu'on organise, mais aussi les événements organisés en région qu'on valorise, les actualités réglementaires en matière de financement, etc. Mais aussi des articles spécialisés, des outils, des initiatives exemplaires et aussi les contacts que vous pouvez solliciter en région pour vous accompagner. Ensuite, quelques mots également sur les événements à venir qu'on organise dans le cadre du centre de ressources. Donc le 30 mai, on vous propose, en partenariat notamment avec la DREAL et l'ADEME, un webinaire sur comment connaître le parc tertiaire d'Auvergne-Rhône-Alpes pour rénover stratégiquement. Donc c'est la restitution d'une étude menée par la CERC Auvergne-Rhône-Alpes. Le 14 juin, on vous propose une nouvelle édition de notre journée régionale des accompagnateurs. Elle sera organisée à Lyon, à la DREAL. Au programme, on parlera notamment actualités réglementaires, les financements qui sont à votre disposition actuellement. On parlera également C2E, retour d'expérience sur les programmes CUBE et aussi on traitera de tout ce qui est approche financière des projets de rénovation énergétique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez trouver toutes les infos sur notre site internet dans la page agenda. Et je pourrais également vous remettre juste après le lien dans le chat. Et enfin, le 27 juin, on prévoit un webinaire sur les solutions d'éclairage LED en partenariat avec le Campus Lumière. Et ensuite, deux autres événements qui pourraient aussi vous intéresser. Donc le 26 mai, et j'en dirai un mot juste après, vous aurez un webinaire éventuellement de présentation du dispositif IUCF. Et le 15 juin, la conférence finale du projet européen Bapora qui sera également organisée à Lyon, à l'Adréal. Et enfin, une dernière petite actu qu'on souhaitait vous partager avant de laisser la parole à Sophie Potier. Donc, deux mots sur le dispositif IUCF. Donc, le 5e appel est ouvert depuis le 2 mai et il va se clôturer le 30 juin à 17 h, donc heure de Bruxelles. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est de soutenir financièrement les collectivités et leurs EPCI pour le développement de leur concept d'investissement. Et le dispositif offre également un support technique pour augmenter la capacité à attirer les financements publics et privés pour leurs projets. Donc en fait, c'est un dispositif qui propose une subvention de 60 000 € aux bénéficiaires pour financer des études de faisabilité, des analyses de marché, analyses juridiques, économiques et financières et analyses de risque. Et également à souligner que par rapport aux appels précédents, les conditions de reporting ont été légèrement simplifiées. Et donc pour ce dispositif, les candidats éligibles sont les collectivités et les autorités locales, les groupements de collectivités et autorités locales, et enfin les entités publiques locales regroupant les municipalités et autorités locales. Donc les conditions, enfin il y en a d'autres, mais notamment principalement, c'est de disposer d'un plan d'action pour l'énergie durable et le climat, donc plan climat, ou d'un autre plan local pour le climat et l'énergie qui contient au moins un objectif d'atténuation. Et il faut également fournir une preuve d'engagement politique pour développer le concept d'investissement qui soit signé soit par le maire ou autre représentant politique compétent. Donc vous avez un webinaire de présentation qui vous sera proposé le 26 mai à 14h30 pour vous présenter pleinement le dispositif, savoir si vous êtes éligible, comment rédiger le dossier de candidature, savoir comment sont évaluées ces candidatures, comment utiliser la plateforme IUCF, quels types de projets peuvent être financés. Et vous avez également le point de contact national dont l'adresse mail est indiquée juste en bas, Rorelio Bonilla. Voilà. Et je laisse, oui, et on est à votre disposition aussi pour répondre à vos questions avec Laurent Chanusso. Et je laisse la parole à Sophie Potier pour la présentation du programme Acte+. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. J'arrive.
Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. Oui, bonjour à tous, je suis Sophie Potier, je suis coordinatrice au sein du programme ACTE où je coordonne les lauréats sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Grand Est. Et je vais vous présenter aujourd'hui le programme ACTE, notamment le programme ACTE+. Je vais commencer par représenter les généralités sur le programme ACTE pour ceux qui ne connaissent pas encore et faire une petite piqûre de rappel pour les lauréats actuels, s'il y en a parmi nous. Ensuite, mes collègues présenteront quelques sous-programmes qui sont toujours en cours dans ACTE 2. Puis, je vous présenterai Chaîne, qui est le principal fonds de financement ACTE+. Et après, on pourra parler des modalités et du calendrier de candidature à ACTE+. Donc, pour commencer, ACTE, on est un programme C2E porté par la Fédération nationale des collectivités concédantes et en régie. Du coup, on a pour objectif d'accompagner les collectivités pour développer des projets de rénovation énergétique sur leurs bâtiments publics dans 2 domaines, l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est tout ce qui concerne la maîtrise des usages et la rénovation du bâti, mais aussi toutes les actions de substitution d'énergie fossile par des systèmes énergétiques performants et bas carbone. L'objectif, c'est vraiment de lever les freins que les collectivités peuvent rencontrer en amont des travaux. On ne finance pas les travaux, mais vraiment tout ce qui vient en amont pour faciliter le passage à l'acte. Donc, on se fonde sur 2 approches qui sont complémentaires pour aider les collectivités à prendre les bonnes décisions. Il y a à la fois une aide financière et une mise à disposition d'un centre de ressources. Donc, comme je disais, on a un programme C2E, c'est-à-dire que les fournisseurs d'énergie, les obligés des économies d'énergie, financent le programme ACTE qui est porté par la FNCCR, en échange de quoi ils reçoivent des C2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Et le programme ACTE, avec les fonds des fournisseurs d'énergie obligés, redistribue 90% des fonds aux collectivités lauréates pour financer des opérations des opérations en amont de la rénovation énergétique et 10% qui sert à animer le programme ACTE. Donc, comme je disais, le premier pilier du programme ACTE, c'est un fonds de financement qui permet de redistribuer des fonds aux collectivités à travers différents appels à projets et sous-programmes. Il y a 4 axes de financement qu'on finance dans tous les... Enfin, pas dans tous, mais les 4 axes de financement que finance le programme ACTE sont les ressources humaines. Donc, c'est les aides au financement des postes d'économes de flux. Ce sont les techniciens des bâtiments et de la rénovation énergétique au service des collectivités. C'est un peu le pendant des CEP financés par l'ADEME. On finance aussi des outils de suivi des consommations énergétiques, des études techniques et des études de maîtrise d'œuvre. Donc, pour le programme ACTE 2, on avait une enveloppe de 110 millions d'euros. Le programme ACTE 2 est toujours en cours. Je détaillerai ça plus tard. Donc, la majorité des appels à projets ACTE 2 sont aujourd'hui clos, mais toujours en cours. Mais il y a encore quelques sous-programmes qui sont toujours ouverts, que mes collègues présenteront tout à l'heure, notamment le programme LUMACT, le programme EFACT et la démarche Cube École et Cube Ville. Mais on avait aussi des sous-programmes dédiés, par exemple au schéma directeur énergie immobilier, donc chez MACTE, on avait un programme dédié aux piscines ACTO et un programme spécialisé pour les communes rurales isolées, c'était le sous-programme étrier. Le deuxième pilier d'accompagnement du programme ACTE, c'est un appui technique à travers une animation du réseau et un centre de ressources. Donc, il y a un réseau des économes de flux très actifs qu'on anime. Donc, les économes de flux qu'on finance, on organise des formations gratuites à leur disposition, mais aussi des groupes de travail sur différentes thématiques, que ce soit communication, financement, des questions juridiques, mais aussi techniques. On organise aussi régulièrement des rencontres territoriales et on se rapproche beaucoup des autres réseaux des facilitateurs de la transition énergétique, notamment les CEP de l'ADEME. Il y a aussi toute une animation territoriale et une cellule de soutien. Donc, on organise une fois par an des comités régionaux pour rencontrer les lauréats en région, différents types de webinaires et des ACTE Tours pour présenter le programme ACTE en région.
Il y a aussi un numéro vert que vous pouvez appeler si vous voulez rentrer en contact avec un coordinateur acté, enfin un chargé de mission qui pourra vous répondre à vos questions de différents types. Et on a tout un centre de ressources en libre accès, donc il n'y a pas besoin d'être lauréat acté pour y avoir accès. C'est sur notre site internet. Il y a une bibliothèque assez fournie et qui continue de s'enrichir avec des guides, des fiches techniques, des modèles de cahier des charges, des modèles de convention type et tout un panel d'outils numériques qu'on est en train de développer, notamment une cartographie des facilitateurs de la rénovation énergétique, des simulateurs et d'autres outils qui vont voir le jour prochainement. Donc, si on récapitule, le programme acté accompagne via des financements, donc tout ce qui est en violet, et un accompagnement technique en orange, depuis la phase amont des travaux jusqu'à la phase post-travaux. Donc, en amont des travaux, on est sur un accompagnement financier en finançant les ressources humaines, mais aussi les études énergétiques, financement aussi de la maîtrise d'œuvre pour affiner le projet de rénovation énergétique. On vient en complément aussi d'autres financements qui peuvent être sollicités, notamment ceux de la Banque des Territoires, et accompagnement technique aussi en phase amont des travaux avec le centre de ressources. Puis, pendant la phase réalisation des travaux, il n'y a plus de financement d'acté car on ne finance pas les travaux, mais là, les collectivités peuvent se tourner vers les fonds verts et d'autres financements, notamment ceux de la Banque des Territoires. On est toujours là en accompagnement technique avec notre centre de ressources, mais aussi le centre de ressources Aura2E. Puis, en phase post-travaux, on est toujours là avec les outils de suivi et de mesure des consommations qu'on a financés, qui continuent de servir aux collectivités. Et on est toujours là avec notre centre de ressources aussi, toujours sur des cahiers des charges type, des fiches conseils et des guides. Je vais laisser la parole à mon collègue Adam qui va vous présenter le sous-programme EFACT qui est toujours en cours. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Sophie, de me laisser l'occasion de présenter EFACT. EFACT, c'est le programme d'Acté 2 sur l'effacement électrique dans les collectivités. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'effacement électrique, l'idée, c'est de diminuer sa consommation électrique pendant les pointes de consommation. Donc, de manière ciblée, les jours ouvrés d'hiver pendant les pics de consommation, pouvoir réduire la consommation de ces bâtiments et donc permettre notamment de soulager le réseau électrique. Je vais donner deux rapides analogies pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, d'une part, les tarifs heure pleine, heure creuse, donc qui sont assez connus et qui correspondent à une forme d'effacement implicite. Donc, le fait que, étant donné que le tarif est plus cher pendant les heures de pointe, on consomme moins. Et d'autre part, ce qu'on appelle les délestages de sites industriels, donc ces sites qui ne vont pas être utilisés les jours de pointe de consommation afin de soulager le réseau électrique. L'idée d'EFACT, en fait, c'est de faire un peu la même chose sur les bâtiments d'espace public et donc d'exploiter le potentiel de flexibilité des bâtiments d'espace public pour les faire contribuer à soulager le réseau électrique. Donc, très rapidement, le programme EFACT, c'est en trois piliers. Un premier pilier d'accompagnement à la connaissance de l'effacement, puisque le premier pas pour faire de l'effacement dans les collectivités, c'est effectivement de monter en connaissance et en compétence sur ce sujet qui est encore relativement peu connu. Un deuxième pilier de financement du lancement des démarches d'effacement dans les collectivités. Et un troisième pilier de mise en relation. Donc, sur ce premier pilier de montée en connaissance, je vous présente ici deux ressources qui ont été créées par le programme ACTE et qui font partie de notre centre de ressources. D'une part, un guide sur l'effacement électrique à destination des collectivités qui permet de monter en connaissance là-dessus. Et d'autre part, un document plus opérationnel, à savoir un cahier des charges pour l'élaboration d'un audit d'effacement dans les sites tertiaires des collectivités qui permet de réaliser un audit d'effacement dans les bâtiments publics tertiaires. Au-delà de ces guides et donc de ces ressources textuelles, on a aussi produit différents outils qui peuvent vous aider à diagnostiquer votre potentiel d'effacement, le potentiel d'effacement de votre patrimoine. Donc, le premier de ces outils, c'est un outil de pré-diagnostic des capacités d'effacement que je vous présente ici et qui permet en quelques clics en fait, de simuler les capacités d'effacement d'un bâtiment donné à partir de certaines informations clés comme la consommation électrique du bâtiment, sa puissance souscrite, sa surface ou encore son utilisation et d'obtenir à la fin une étiquette qui vous permet de savoir s'il est intéressant ou non de se lancer dans une démarche d'effacement électrique sur ce bâtiment. Donc, ces différents outils combinés, à la fois les ressources textuelles, ce simulateur vont permettre d'approcher et d'entrer dans la question de l'effacement. Et à présent, là, je vais vous présenter aussi un outil
qui permet de diagnostiquer les capacités des bâtiments de manière plus précise et plus standardisée, à savoir l'outil GoFlex. Cet outil, il correspond à une sorte de Nutri-Score de la flexibilité et de l'effacement pour les bâtiments tertiaires publics. Et il permet, à partir d'informations sur votre bâtiment, d'obtenir une étiquette standardisée sur les capacités d'effacement de votre bâtiment, en particulier sur la classe de son système de pilotage, la puissance modulable réelle, donc qu'est-ce qu'on efface réellement en termes de puissance pendant un pic, et le tout en fonction de la durée de préavis. Donc, est-ce qu'on vous prévient 24 heures à l'avance, est-ce qu'on vous prévient le jour même, ou est-ce qu'on vous prévient, par exemple, une heure à l'avance. Cette étiquette standardisée, elle a pour but d'unifier la mesure des capacités d'effacement des bâtiments pour la rendre plus lisible et permettre ensuite de construire le modèle économique, c'est-à-dire d'entrer en relation avec les acteurs qui peuvent valoriser économiquement ces capacités d'effacement. Donc, comme je vous le disais, il y avait 3 piliers dans ce programme EFACT. Le premier pilier, c'était cet accompagnement à la montée en connaissances et en compétences. Le deuxième, c'est bien sûr le financement. Ce financement, il est fait à partir de l'appel à projet EFACT, qui est actuellement ouvert jusqu'au 9 juin. On a déjà 18 collectivités qui sont lauréates, notamment la métropole du Grand Lyon, Morbihan-Énergie, la communauté d'Aglo de La Rochelle. Et cet appel à projet, il permet en fait de lancer une démarche d'effacement électrique dans notre territoire en finançant d'abord du temps dédié à cette démarche, donc le recrutement d'un économe de flux ou du temps interne d'une personne travaillant sur ce projet, des outils de diagnostic des capacités d'effacement et enfin, bien sûr, des études, donc tout particulièrement ces évaluations GoFlex que vous pouvez faire sur votre patrimoine ou les audits d'effacement dont on a vu le cahier des charges tout à l'heure. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet avec l'adresse qui est indiquée sur cette slide. Et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 9 juin, donc n'hésitez pas à candidater puisque l'enveloppe n'est pas encore intégralement consommée. Si on résume très rapidement, comme je l'avais dit, il y avait 3 piliers, accompagnement à la connaissance, financement et mise en relation. Comme notre temps est compté, je ne vais pas présenter la partie mise en relation, mais vous pouvez découvrir sur notre site internet la plateforme GoFlex qui permet d'entrer en relation avec les acteurs économiques, en particulier les opérateurs et les agrégateurs d'effacement, qui peuvent valoriser les capacités d'effacement des collectivités. Et donc, je laisse la parole à Clément pour la partie humaine. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais présenter brièvement la partie LUMACT, qui est un sous-programme du programme ACTE qui est relatif à l'éclairage public, aux études liées à la mise en place de travaux de rénovation dans le secteur de l'éclairage public. Alors, l'UMACT, c'est un sous-programme du programme ACTE, donc le principe est le même que les autres sous-programmes. L'UMACT est réparti en 3 lots. Chaque lot a ses spécificités, on va dire, et le but est le même, c'est-à-dire le but du jeu, c'est de mettre le pied à l'étrier dans le cadre de travaux de rénovation dans le parc d'éclairage public. On est de plus en plus sollicité par les communes et par les collectivités vis-à-vis du contexte que l'on connaît, donc montée des prix de l'énergie, vis-à-vis aussi de la sobriété énergétique, de la politique d'extraction, etc. Beaucoup de collectivités sont intéressées au sous-programme LUMACT. Donc, LUMACT, c'est 3 lots que je vais présenter brièvement. Chaque collectivité peut candidater pour un lot ou alors pour les 3 lots à la fois. Il y a toute une partie qui concerne la réalisation le lot numéro 1, ça concerne toute la phase d'audit et de schéma directeur, mais aussi la mise en place de programmes et d'innovation. Pourquoi? Parce que le but du jeu de l'UMACT, c'est de mettre le pied à l'étrier pour les travaux. Donc, c'est de mettre en place un programme pluriannuel d'investissement qui identifie les gisements d'économie d'énergie, les gisements d'économie financière et les zones à prioriser dans le cadre des travaux en fonction de type de source qu'il y a à substituer ou à remplacer. Donc, ça rentre dans le cadre du lot 1. La plupart des candidatures que l'on reçoit dans le cadre de l'UMACT concerne ce lot et on peut vous aider pour ce lot à hauteur de 150 000 € d'aide maximale avec un taux d'aide qui est de 30 à 50% en fonction du parc, c'est-à-dire en fonction du nombre de points lumineux qui sont ciblés de votre candidature. Le lot numéro 2, ça concerne toute la phase GMAO, donc on peut accompagner les collectivités aussi qui souhaitent acquérir un premier outil de gestion de maintenance assistée par ordinateur, donc un outil de GMAO. Pour celles qui n'en possèdent pas. Et pour ceci, on peut vous aider à hauteur de 50% avec un plafond d'aide qui ne pourra pas excéder 10 000 €. Et pour le 3e lot du sous-programme LUMACT, ce sont toutes les prestations d'AMO ou de MOE pour le lancement et le suivi de marchés de performance énergétique ou alors les marchés publics globaux de performance, mais aussi les marchés de maintenance et d'exploitation qui sont mutualisés. Donc, on peut vous accompagner
pour le lancement et le suivi de ce type de marché. On peut vous accompagner également dans le cadre de sous-programme LUMACT, toujours dans le lot 3, avec la réalisation d'études spécifiques qui peuvent être pertinentes dans le cadre de la rénovation du parc d'éclairage public. Donc, ce sont des études qui sont assez larges. Ça peut être des études d'éclairement, des études liées à la biodiversité, des études sur la télégestion, des études spécifiques sur l'intérêt ou non de mettre en place de l'extinction. Donc, on peut vous accompagner également sur tous ces types d'études. Donc, pour le lot 3, on peut vous accompagner à hauteur de 40 000 € avec un taux d'aide de 30%. La spécificité de l'UMAC, donc c'est un programme qui est toujours en cours, vu que c'est un programme qui est relativement court, il y a une rétroactivité des dépenses. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en gros, si vous avez déjà engagé des études mises pour la rénovation énergétique de votre parc, on peut vous aider s'il y a eu des dépenses qui ont déjà été engagées entre 2022 et jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc, la date de fin des candidatures, et on peut valoriser aussi le temps interne des agents qui travaillent sur les différentes prestations, les différents lots du sous-programme LUMAC. Donc, la date limite de fin des candidatures était initialement au 30 mai 2023, mais elle a été repoussée au 30 septembre 2023. Donc, si vous êtes intéressé pour candidater ou vous incite à candidater pour l'UMAC, moi, donc chargé de mission, et mes collègues, on va vous accompagner pour la mise en place de votre dossier et aussi par la suite pour la signature des conventions, mais aussi pour les remontées de fonds une fois que votre dossier sera validé par le jury, s'il est validé par le jury. Donc, la date de fin des dépenses, c'est 31 décembre 2023. Et il est possible de candidater seul, pour une commune de candidater seul. Pour l'instant, pour l'UMACT, on a eu un peu plus de 50 lauréats, 52 exactement, jusqu'à fin mars 2023. Mais là, on a eu un bon regain des candidatures. Donc, mes collègues et moi-même sommes actuellement en train d'instruire pas mal de dossiers. Il y a pas mal de dossiers qui sont en cours d'instruction. Donc, sur les 52 lauréats, on en a environ 9 en Auvergne-Rhône-Alpes, dont des gros syndicats d'énergie comme le SIAN ou le 38, mais aussi des plus petites candidatures, entre guillemets, pour certaines communes qui candidatent seules. Donc, les candidatures, c'est principalement des syndicats, des métropoles, voire des communes qui candidatent seules. Voilà pour moi. Pour la prochaine slide, s'il te plaît, Sophie. Je ne peux pas passer à la slide suivante. Donc voilà, les candidatures, je me répète, se sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. On a eu 52 lauréats pour l'instant, mais le chiffre va fortement augmenter dans les semaines qui viennent. Et puis, je remets aussi le lien du programme acté dédié au sous-programme LUMACT si vous souhaitez avoir des présentations plus détaillées de ce sous-programme ou alors si vous souhaitez également télécharger le dossier de candidature. Voilà, je laisse la parole à mes autres collègues pour les programmes CUB. Merci Clément. Merci Clément. Lou va nous présenter les démarches CUB à présent. Oui, donc c'est bon, vous m'entendez bien. Oui, moi je vais vous parler rapidement du sous-programme également porté par AT et du groupe CUB École et Ville. Donc, ce programme vise à mettre en concurrence des écoles et des collectivités pour atteindre des objectifs ambitieux de sobriété énergétique, tout en adoptant notamment des bons gestes dans une optique de transformation comportement. Excusez-moi, on vous entend un peu de loin. Est-ce que ce serait possible de vous rapprocher peut-être du micro? Oui, c'est bon? Vous m'entendez mieux? Oui, je pense que c'est mieux, oui. Merci beaucoup. Okay. Merci. Par contre, j'entends un écho. Pardon pour ce petit dérangement. Ok. Donc, à l'origine de ce projet, on a donc 3 acteurs qui travaillent ensemble et mettent leurs compétences complémentaires en œuvre. Donc, l'IFPED d'une part, non, tu peux revenir, merci. L'IFPED d'une part, l'Institut français pour la performance du bâtiment, donc qui serait plus chargé de l'aspect administratif avec la gestion des candidatures, des inscriptions et de l'espace numérique candidat. Le CEREMA, qui sera davantage en contact avec les écoles, les collectivités pour mettre en place les actions, les réunions avec les candidats et sera chargé de l'accompagnement. Et la FNCCR avec le programme acté,
qui aura un rôle de financeur, mais également de prospection auprès de nos lauréats dans toute la France. Donc, et ce, notamment grâce aux différents chargés de mission qui sont répartis géographiquement. Tu peux passer, merci. Donc, ce challenge vise, et tout le processus d'accompagnement sont assez semblables de CubeÉcole à CubeVille, puisqu'ils visent à une réduction de 10% de la consommation énergétique des bâtiments ciblés. Donc, voici un petit récapitulatif des principaux objectifs. Donc, tout d'abord, il y a la sensibilisation et la mobilisation des usagers des lieux, des élus et des agents techniques à des comportements visant à effectuer des économies d'énergie. Il vise également à effectuer des prédiagnostics nécessaires pour adapter les réglages techniques et les usages, et enfin à s'aligner aux objectifs du dispositif tertiaire. Donc, dans le cadre de CubeÉcole en particulier, à l'issue de la première année de challenge, les écoles seront également accompagnées sur une durée de 5 ans pour aboutir éventuellement à des travaux. Donc, si on fait un petit focus sur CubeÉcole en particulier, donc tu peux passer les slides. Merci. Donc, on a plusieurs outils qui sont mis à disposition des collectivités et des écoles. Donc, tout d'abord, on a un espace candidat avec les outils CubeauConso et la Cubothèque. Donc, CubeauConso, qui est un outil qui permet d'assurer un suivi des consommations d'énergie du bâtiment et d'adapter les pratiques. Et la Cubothèque, qui est un espace, un centre de ressources documentaires qui vise à sensibiliser aux économies d'énergie et qui regroupe des livrables, des guides pratiques pour accompagner les candidats dans leur processus. On a également des outils permettant le pré-diagnostic du bâtiment, donc avec une approche d'une part technique, avec une grille technique et pédagogique pour aussi inclure le corps enseignant et les élèves dans la démarche d'identification des problématiques du bâtiment. On a aussi un outil de co-construction des actions à réaliser, donc avec également un aspect plus technique, un aspect plus ludique, avec une frise des actions à réaliser, et enfin des kits qui sont à destination des collectivités d'une part, avec des appareils de mesure et des guides professionnels, et à destination des élèves pour sensibiliser leurs proches à ces enjeux-là. Donc, dans tous les cas, plusieurs réunions seront ensuite organisées tout au long du programme avec les collectivités et les écoles pour suivre les avancées des candidats. Dans le cadre de CubeVille, on a des outils aussi mis en place qui sont assez similaires aux outils de CubeÉcole. Donc, tout d'abord, on a un volet accompagnement avec des formations et des animations qui donc visent à l'organisation d'équipes référentes, à l'organisation administrative. Il y a aussi un webinaire de lancement qui sera organisé et des réunions de suivi. On a également l'application mobile d'animation collective, donc Energetic by Cube, qui vise à sensibiliser les usagers, leur permettre d'adopter les bons éco-gestes et valoriser la démarche environnementale auprès de leurs parties prenantes. Et comme pour CubeÉcole, on a également un centre de ressources avec la Cubothèque pour partager les documents utiles, les documents également de partenaires, des fiches conseils et de ressources externes. On a aussi l'outil CubeauConso, donc, qui est une plateforme d'évaluation des économies et de récupération des données de consommation. Et enfin, 2 volets communication, donc avec d'abord le kit de communication ville avec des panneaux d'affichage, des visuels, des stickers, et également des communications avec la remise des trophées à la fin du challenge, des newsletters, des campagnes de réseau et un volet relations presse. Merci. Donc, voici comment participer donc, à ces deux challenges. Donc, pour CubeÉcole, il faudra constituer des grappes d'au moins 6 écoles pour candidater avec un tarif unique de 950 € par école, sachant que via le financement des C2E par acté, ça représente un financement de 7 500 € par école, avec 40 personnes en collectivité qui peuvent accompagner les candidats dans le processus. Et les inscriptions pour ce challenge se feront au fil de l'eau, bien qu'il y ait une phase de lancement donc en septembre.
Concernant Cubeville, donc le webinaire de lancement est donc aujourd'hui, il a lieu maintenant, mais il est lancé donc pour une durée d'1 an. Donc on a deux formules, deux typologies. Pour les villes de moins de 30 000 habitants, on aura un tarif unique de participation qui s'élève à 6 000 €. Et pour les villes de plus de 30 000 habitants, on aura un tarif de 12 000 €. Donc, toutes les typologies des bâtiments du parc tertiaire public de la ville sont concernées, avec une surface minimum de 10% du parc de la ville et à condition d'intégrer l'hôtel de ville. Au total, donc, le coût réel du financement destiné à ces villes est de 40 000 € pour la mise en œuvre du challenge, notamment via les financements de ces C2E d'Acté. Tu peux passer ça. Merci. Et enfin, voilà, donc ça, c'est une petite slide récapitulative où vous trouverez, en gros, voilà, la synthèse avec 1 an de challenge dans les 2 cas, donc Cubécole et Cubeville, avec 50 accompagnements pour Cubécole, les différents volets d'accompagnement qui sont proposés dans ce cadre, et également les contacts de Cubécole et Cubeville, donc chez Acté, qui sont justement ici sur le côté. Donc, on transmettra les slides pour que vous ayez tous les contacts. Merci. Merci beaucoup. Tu peux laisser ton chemin ou pas? Oui, bien sûr. Voilà les sous-programmes en cours. Oui, on vous entend très mal par contre. Je ne peux pas le laisser passer. Je laisse. Attends, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne normalement. Alors en fait, oui, on a juste un petit écho. Oui, c'est bon, super, merci. Oui, comme on est plusieurs dans le même bureau, il y a des petits soucis techniques, mais c'est bon, j'ai repris la main. Merci. Du coup, voilà pour les fonds qui sont toujours en cours et qui continuent encore. Je me répète. Je vais vous présenter Acté Plus maintenant. Donc, comme je vous disais, Acté 2 continue et Acté Plus arrive bientôt. Donc, Acté 1 avait été lancé en 2019. On avait une enveloppe de 12,5 millions € pour une durée d'un peu plus d'1 an. Puis, on avait lancé Acté 2 avec 110 millions € cette fois-ci. Donc, Acté 2 continue jusqu'à la fin de l'année, comme je l'avais dit. Et Acté Plus a été annoncé au mois d'octobre par le ministère de la Transition énergétique avec des fonds valables jusqu'à la fin 2026 et une enveloppe cette fois-ci de 220 millions €. Donc, comme je vous disais, le programme a été renouvelé jusqu'à fin 2026. Donc, ça fera des conventions plus longues cette fois-ci qui dureront un peu plus de 3 ans. Le budget a été doublé. Donc, en 2 ans, le plus gros programme C2E jamais lancé en France. Et toujours 90% des fonds sont directement reversés aux collectivités à travers les différentes subventions. Donc, les différents modules d'Acté Plus, c'est en violet le centre de ressources qui continue et qui va continuer à s'enrichir avec une animation régionale qui va être renforcée. La cellule d'appui toujours présente pour vous accompagner, répondre à vos différentes questions. Et le centre de ressources, donc tout ce qui est publication, formation, qui va continuer aussi à s'enrichir lui aussi. Et en bleu, c'est les différents types d'appuis financiers avec le fonds Chêne, qui est le principal fonds de financement Acté Plus, la démarche de NIC à destination des communes rurales et les sous-programmes, tout ce qui est SP, sous-programme Acto à destination des piscines et des patinoires qui va continuer, enfin qui va reprendre. Le sous-programme Lumact qui va continuer aussi sous Acté Plus, que vous a présenté Clément, et qui va continuer sous Acté Plus sous à peu près la même forme, mais certains critères restent encore à ajuster. Pareil pour EFACT qui continuera dans Acté Plus. Il y a un programme bâtiment classé sur lequel on est en train de travailler qui devrait sortir dans les prochains mois. Et tous les programmes, les sous-programmes sobriété, c'est toutes les démarches Cube qu'a présenté ma collègue Bouffon. Donc, on va faire un petit zoom sur le fonds Chêne. Donc, en quelques mots, c'est toujours les mêmes 5 lots d'actions qu'on finançait dans Acté 2 qu'on va continuer à financer. Et cette fois-ci, alors que dans Acté 2, on avait des appels à projets pour des bâtiments thématiques, tous les bâtiments
publics tertiaires sont éligibles au fonds chaîne. Et les 5 lots d'action qu'on finance sont toujours les postes d'économes de flux, les outils de suivi et de mesure des consommations énergétiques, les études énergétiques, les études de maîtrise d'œuvre et les prestations d'AMO. Je vais détailler tout ça par la suite. Donc, les porteurs de projets éligibles, donc les collectivités, enfin les structures qui peuvent déposer une candidature sont toutes les collectivités territoriales de tout type, les communes, les départements, les régions, mais aussi tous les EPCI, les syndicats d'énergie et les sociétés publiques locales. Bâtiments éligibles, comme je vous disais, ce sont tous les bâtiments publics territoriaux, donc propriété des structures éligibles qui ont un usage tertiaire. Le taux de subvention de base est maintenu à 50% minimum, comme dans Acte 2, mais avec la mise en place de plusieurs bonus que je vais détailler aussi, on pourra monter jusqu'à 80%. Donc, pour parler des bonus, comme je disais, il y a un minimum de, je l'ai dit 50, mais il y a un lot qui commence à 40% que je détaillerai par la suite. Et il y a différents bonus qui sont cumulables dans la limite de 80%. Ces bonus concernent la pérennisation des postes d'économes de flux, certaines études énergétiques, notamment les schémas directeurs immobilier énergie et les études de décarbonation. Il y a un bonus à destination des communes rurales, donc toutes les communes inférieures à 3500 habitants, et toutes les actions concernant, visant le bâti scolaire. Donc, par bâti scolaire, on entend à la fois les écoles, les collèges et les lycées, et c'est dans le cadre d'un partenariat avec la Banque des Territoires, dans le cadre de son plan école et du Rénov qui a été annoncé il y a quelques jours. Voilà, pardon, petites animations que j'ai reprises d'une ancienne présentation. Donc, pour détailler le lot aux ressources humaines, donc c'est l'aide au financement des postes d'économes de flux. Il y a un taux de subvention différent selon le type de contrat par lequel sont employés ces économes de flux et selon leur mission. Donc, on est sur un taux minimum de 40%. On raisonne sur la base du salaire brut chargé. Donc, 40%, c'est pour les CDD, que ce soit une création de poste ou une reconduction d'un poste d'économe de flux qui était déjà en poste. On peut continuer à les financer à hauteur de 40%. Ce qui est une nouveauté parce que dans Acte 2, pour ceux qui connaissent, on ne finançait pas les économes de flux Acte 1, même si la collectivité continuait de les embaucher dans Acte 2, on ne les finançait plus, tandis que là, on continuera de les financer, mais à hauteur de 40% pour les CDD. Pareil, les alternants sont financés à hauteur de 40%, les stagiaires ne sont pas éligibles. Et on a un bonus pérennisation parce qu'on a vraiment à cœur de pouvoir pérenniser ces postes au sein des collectivités parce que ce sont vraiment des postes clés. Donc, financement à 65% pour les CDI et les postes de titulaires pour les créations de postes. Création de postes, ouais, c'est important parce que, en revanche, les économes de flux qui étaient déjà embauchés sous CDI ou sous forme de titulaires ne pourront pas être financés dans Acte+. Et les économes de flux qui étaient en CDD et qui sont CDIsés, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas dont le contrat passe en CDI ou qui se voient être titularisés, pourront bénéficier du bonus de financement à 65% pendant toute la durée du programme. Et dans le cadre du partenariat avec la Banque des Territoires, dans le cadre du plan école, les économes de flux qui consacreront plus de 2/3 de leur mission sur du bâti scolaire pourront être bonifiés de plus 25%. Donc, c'est-à-dire que si c'est un CDD économe de flux bâti scolaire, c'est 40 plus 25%, donc 65%. En revanche, si c'est un poste de CDI ou titulaire travaillant sur du bâti scolaire, c'est 65 plus 25% dans la limite de 80%, donc financement à 80% du poste. Savoir qu'il n'y a pas de plafond pour le financement de ces postes, enfin pas de plafond à part les 80%. Donc c'est à la collectivité qui est libre de choisir le salaire, la rémunération qu'elle souhaite apporter à son économe de flux, qui est vraiment un poste clé parce qu'elle accompagne les collectivités dans la connaissance du patrimoine, la mise en place des études, le suivi des études de connaissance du patrimoine pour décider des travaux, le suivi des consommations.
etc. Et je disais aussi, interaction plus forte au sein du réseau CART. Du coup, on a un réseau des économes de flux qu'on anime. On leur met à disposition des formations, des webinaires, des journées dédiées. Et on a créé avec l'ADEME, l'AMU, donc c'est je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est tout ce qui est université. On est aussi avec l'ANAP, donc l'Agence nationale de performance médico-sociale sanitaire, enfin dans la santé en tout cas, qui ont aussi leur réseau d'économes de flux. Et donc, ensemble, on a créé le réseau CART, c'est la communauté des acteurs pour le réseau tertiaire énergie. Donc, on a des interactions plus fortes avec les autres réseaux de facilitateurs et on va organiser des journées communes. Et on partage désormais notre catalogue de formation, c'est-à-dire qu'il y a quelques places réservées dans chaque formation pour les autres réseaux. Donc, par exemple, les économes de flux actés pourront avoir accès gratuitement à certaines formations ADEME ou d'autres proposées par la MUSE notamment. Voilà pour les postes d'économes de flux. Ensuite, on continue sur le lot 2, qui est les outils de mesure et de suivi des consommations énergétiques. Ça vise à permettre, à accompagner financièrement la collectivité à acquérir des outils pour mieux connaître ses consommations et donc pouvoir cibler au mieux ses actions de rénovation énergétique. Il y a différents types d'outils que l'on finance, notamment les outils de mesure et de télérelève. C'est tout ce qui est sonde, thermomètre, capteur. On finance aussi les outils mobiles de diagnostic thermique, donc par exemple des caméras thermiques, mais aussi des logiciels de suivi des consommations. En revanche, on ne finance pas la GTB, donc la gestion technique du bâtiment, ni la GTC, car il existe des fiches PDE dédiées. Ces outils sont financés à hauteur de 50% de leur hors taxe et il n'y a pas de plafond sur les outils qu'on finance. Je continue sur le lot 3, donc c'est tout ce qui est études énergétiques qui vise à connaître son patrimoine en amont des travaux pour déterminer un plan d'action de rénovation énergétique. Donc différents types d'études énergétiques éligibles, que ce soit des études techniques, par exemple des audits énergétiques, des études de faisabilité de travaux, des études de substitution de chaudière fuel, des STD, simulations thermodynamiques. On finance aussi des études stratégiques comme les schémas directeurs immobilier énergie, mais aussi des études financières comme des études pour la mise en place de l'in-tracting, par exemple. Il n'y a pas une liste d'études prédéfinie, on peut donner quelques exemples, mais libre à la collectivité de proposer des études pertinentes dans le sens de l'efficacité énergétique et le jury penchera si c'est un projet qui lui semble pertinent ou pas, donc éligible ou non au fonds. Il y a un taux de financement de base de 50%, donc pas de plafond par bénéficiaire. Parmi les études, donc il n'y a pas de liste définie des études éligibles. En revanche, certaines études ne sont pas éligibles. C'est le cas des études de faisabilité d'énergie renouvelable, sauf dans le cas de substitution d'une chaudière fuel au gaz. Les études réalisées en interne ne sont non plus pas éligibles, contrairement à d'autres appels à projets où ça peut être le cas. Donc, taux de base de 50% et mise en place de différents bonus. Donc, 2 types d'études bonifiées, donc tous les schémas directeurs immobilier énergie et les audits énergétiques réalisés dans ce cadre sont bonifiés de plus 10%, donc financement à 60%. Les études de décarbonation, c'est-à-dire les études qui visent à étudier le remplacement d'une chaudière fuel, sont bonifiées de 30%, donc financées à 80%. Et il y a 2 natures de bâtiments qui donnent lieu à des bonus. Les bonus communes rurales, donc c'est toutes les études qui portent sur du bâti de communes rurales, donc inférieur à 3500 habitants, qui sont bonifiées de 15%. Et donc, c'est cumulable avec les bonus SDIE et décarbonation. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un SDIE d'une commune rurale pourrait être financé à 50 plus 10, donc 60 plus 15, donc 75%. Voilà. Et bonus bâti scolaire, toutes les études portant sur du bâti scolaire, donc école, collège et lycée, sont financées à plus 30%, donc 80%.
Je continue. 4e lot, c'est les études de maîtrise d'œuvre qui aident vraiment à affiner, concevoir son projet de rénovation énergétique. À savoir qu'on finance toutes les phases d'études, des études de maîtrise d'œuvre, tant que ça concerne un projet de rénovation énergétique, avec des gains énergétiques à la clé. Là, on est sur un forfait au mètre carré, contrairement aux autres lots, donc forfait de 35 € par mètre carré chaîne par bâtiment. Il y a les bonus communes rurales, donc on rajoute 5 € par mètre carré par bâtiment, et les bonus bâti scolaire, donc si c'est sur une école, collège ou lycée, encore plus 5 € par mètre carré. Donc les deux sont cumulables, donc on peut aller jusqu'à 45 € par mètre carré de financement. À savoir qu'on ne pourra pas dépasser 80% de taux de subvention par étude et que là, c'est le seul lot où il y a un plafond qui est fixé à 350 000 € par membre signataire de la convention. Mais ce qui est quand même assez important, ça représente environ 10 000 mètres carrés de bâtiments par membre. Et enfin, le dernier lot, donc 5e lot, qui est une création de lot par rapport à Acte 2. On finançait déjà ces prestations dans Acte 2, mais là, on crée un lot dédié pour plus le mettre en valeur. C'est toutes les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc AMO, et d'autres prestations intellectuelles qui visent à accompagner à la montée en compétences et connaissances des collectivités. Donc, c'est tout type d'AMO qui est lié à l'efficacité énergétique de différents ordres. Ça peut être d'ordre technique, juridique ou financier. C'est par exemple un AMO mise en conformité décret tertiaire ou une AMO pour la mise en place d'un CPE, donc un contrat de performance énergétique, mais aussi mise en place d'un plan de comptage. Encore une fois, il n'y a pas de liste définie. Il faut que ça soit en lien avec l'efficacité énergétique, que ça soit pertinent et validé par le jury qui tranchera. On finance aussi des prestations de formation et de sensibilisation des usagers du bâtiment. Le taux de subvention est de 50 € sur chaque prestation et éligible au bonus communes rurales, donc 65% pour les communes rurales. Et pas de plafond sur ce lot non plus. Donc voilà, là c'était pour le fonds chaîne qui est ouvert à toutes les collectivités. Et il y a ce qu'on appelle la démarche Jeunet qui est fondée sur le même cahier des charges que chaîne, mais qui est réservé aux communes rurales de moins de 3 500 habitants. Donc, les bâtiments éligibles sont toujours des bâtiments en usage tertiaire, mais ceux des communes rurales uniquement. Et le principal avantage de la démarche Jeunet, c'est que c'est une candidature simplifiée pour les petites communes rurales isolées qui ont du mal à se mutualiser et qui ont peu de ressources pour porter une candidature. Donc, en fait, l'équipe Acte va vous aider à candidater de manière plus simplifiée. Mais en revanche, dans la démarche Jeunet, les bonus ne sont pas éligibles. On est sur un taux de subvention unique à 50% et 35 € par mètre carré pour la maîtrise d'œuvre, donc pas de bonus. Et on finance les mêmes lots, hormis les postes d'économe de flux. Donc, si une commune rurale souhaite avoir accès aux bonus et aux postes d'économe de flux, la solution, c'est de candidater à la démarche chaîne, au fonds chaîne, et du coup de se mutualiser pour candidater. Je précise qu'une commune rurale de moins de 3 500 habitants ne peut pas candidater seule au fonds chaîne. Donc, plus concrètement, 11h50, c'est bon, j'ai encore un peu de temps et c'est bientôt fini. Quand et comment candidater? Du coup, il y aura pour chaîne, il y a un cahier des charges unique qu'on est en train de finaliser. Là, il est en relecture par nos partenaires et devrait sortir à la fin du mois de mai. À la fin du mois. Et donc calendrier unique et plusieurs saisons pour candidater jusqu'à janvier 2025 où on prévoit la dernière phase de candidature, toujours sur le même cahier des charges afin de permettre aux collectivités de pouvoir anticiper, préparer leur candidature. Et une même collectivité peut candidater à plusieurs saisons de chaîne pour demander des fonds pour des nouvelles actions. Parce que dans les dossiers de candidature, on va demander des choses assez précises, notamment la liste précise des bâtiments. Donc, comme je disais, publication du cahier des charges à la fin du mois. Donc, à partir du moment où le cahier des charges est publié, les collectivités peuvent candidater. La date de clôture des candidatures pour la première saison de chaîne sera le 14 juillet.
Les dossiers seront instruits pendant l'été par l'équipe actée et on annoncera les lauréats à la fin du mois de septembre. Le jury aura donc lieu en septembre et les candidats seront notifiés dès début octobre. Donc, les dépenses seront éligibles à partir du moment où ils sont notifiés lauréats. Et toutes les conventions dureront jusqu'à fin 2026, donc seront éligibles toutes les dépenses jusqu'à fin 2026. Donc, pour les collectivités qui ne seraient pas prêtes à candidater le 14 juillet, parce qu'on a conscience que c'est quand même un peu court, parce que la sortie du cahier des charges a pris un peu de retard, on en a conscience, on est désolé. Donc, pas de panique pour les collectivités qui ne sont pas prêtes début juillet, mais on sait qu'il y en a qui travaillent dessus depuis des mois. Parce que la deuxième, donc pas de panique, je disais, parce que la deuxième saison de chaîne arrive prochainement. Clôture des candidatures chaîne 2 le 3 novembre. Annonce des lauréats fin janvier 2024 et donc début d'éligibilité des projets pour la saison 2 début février. Et on prévoit d'autres saisons environ toutes les 4-5 mois. Donc, il y a un calendrier prévisionnel ci-dessous. Plus concrètement, au niveau des modalités de candidature, donc pour ceux qui connaissaient Acte 1 et Acte 2, où on obligeait la mutualisation des structures, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est-à-dire qu'on obligeait à ce que des collectivités candidates en groupement. Le but, c'est vraiment de favoriser des synergies, une dynamique territoriale. La mutualisation n'est plus obligatoire dans Acte+, donc dans chaîne, mais elle reste fortement conseillée et recommandée. En revanche, elle est obligatoire pour les communes rurales qui ne peuvent pas candidater seules à chaîne. Donc, soit elles vont dans la démarche jeunesse seule, soit elles se mutualisent dans chaîne. Porteurs de projets éligibles, donc comme je disais au début, toutes les collectivités territoriales, que ce soit des communes, des départements, des régions, des EPCI, des syndicats d'énergie, des sociétés publiques locales, toutes ces structures peuvent être coordinatrices d'un groupement ou porter seules une candidature. Et d'autres structures sont éligibles, c'est ce qu'on appelle les bénéficiaires des fonds. En revanche, elles ne peuvent pas porter seules une candidature ou être coordinatrices de projets, mais elles peuvent recevoir des fonds. Et c'est notamment le cas donc, de toute la liste des porteurs de projets, mais aussi des entreprises locales. Toutes les entreprises locales publiques, mais aussi les agences locales de l'énergie-climat, donc les ALEC, les AREC, tous les établissements publics administratifs qui sont sous tutelle d'une administration territoriale, donc ça concerne notamment les CCAS, les SDIS, sont aussi éligibles les EHPAD rattachés à une collectivité territoriale. Donc, les dépenses éligibles sont toutes celles qui seront datées entre la date d'annonce des lauréats et fin 2026. Au moment de la candidature, on demandera des choses assez classiques, la présentation de la collectivité, les actions qu'elle a déjà réalisées en lien avec l'efficacité énergétique, et on demandera de fournir la liste précise des bâtiments concernés par les études énergétiques et la maîtrise d'œuvre pour calculer de manière précise les aides auxquelles peut prétendre la collectivité, parce que, comme vous le savez, les bonus, c'est en fonction des typologies de bâtiments, et la maîtrise d'œuvre, c'est en fonction des mètres carrés. Donc, on a vraiment besoin de cette liste de bâtiments au moment de la candidature. Et encore une fois, si la collectivité n'est pas prête de fournir cette liste pour la saison 1 de chaîne, elle peut attendre la saison 2 d'avoir cette liste définie, ou si une collectivité a déjà identifié des bâtiments au mois de juillet et souhaite candidater pour une première liste de bâtiments, elle peut, et elle pourra demander des fonds supplémentaires sur d'autres bâtiments dans la saison 2 de chaîne, donc pas de panique sur les délais qui peuvent paraître assez courts pour chaîne 1. Et nouveauté, on est en train de mettre en place un CRM, un outil informatique pour pouvoir candidater, cette fois-ci de manière dématérialisée, directement sur notre site Internet. Je parlais de mutualisation tout à l'heure, donc j'ai un petit schéma que je voulais explicatif, mais qui n'est pas très très clair. On va retravailler une nouvelle version prochainement. Donc tout ça pour dire que c'est le COPIL qui donne la validation d'utilisation des fonds à la FNCCR, donc actée.
Acté verse les fonds, enfin, le cas des candidatures mutualisées, il y a toujours un coordinateur dont dont je vous ai remis la liste sur le côté, donc commune, département, région, EPCI, etc. Donc, dans le cas d'une candidature mutualisée, c'est le coordinateur qui porte la candidature, qui reçoit les fonds et qui reverse aux différentes collectivités. Mais un coordinateur peut aussi porter seul une candidature. Et il y a aussi le cas en jaune, collectivité A' et collectivité B', qui peuvent être ce qu'on appelle les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire que les collectivités bénéficiaires signataires de la convention, donc les signataires de la convention dans le cas d'une candidature groupée, c'est les collectivités A, B, C. Une collectivité A, ça peut par exemple être une intercommunalité qui va être signataire de la convention, avoir budgétisé, avoir demandé des fonds pour ses communes membres et reverser directement les fonds à ses communes membres pour des actions éligibles sans que les communes membres n'aient eu à signer la convention directement avec le programme acté. Et donc, par exemple, si je reviens sur le cas des communes rurales, une commune rurale ne peut pas être coordinatrice, mais elle peut être lauréat bénéficiaire signataire de la convention ou se mettre en potentiel bénéficiaire final. À savoir qu'on a beaucoup de syndicats d'énergie qui portent des candidatures pour le compte de toutes ces communes adhérentes. Donc, une commune rurale je leur conseille de se rapprocher de leur syndicat d'énergie pour voir si c'est possible que le syndicat porte pour eux des actions ou de se rapprocher de son intercommunalité. Voilà, et encore quelques mots sur les candidatures. Donc, parmi les critères de sélection, la mutualisation en groupement sera fortement appréciée, bien que plus non obligatoire, comme je le précisais. On regardera aussi pour les lauréats actés 2 le bilan des actions réalisées dans acté 2, s'ils ont suivi les actions, le programme d'action pour lesquels ils avaient demandé des fonds. On sait que toutes les collectivités n'ont pas pu mener à bien toutes les actions qu'elles avaient prévu de mener, mais dans ce cas-là, on demandera un justificatif parce qu'on est quand même assez compréhensif. On regardera aussi le taux de passage à l'acte envisagé sur son finance. Voilà parmi les principaux critères de sélection, et toute l'équipe actée est à votre soutien et votre disposition pour vous aider à candidater. Vous pouvez nous écrire sur l'adresse acté@fnccr.asso.fr et on est là pour répondre à toutes vos questions. Et il nous reste 11h59 et je suis à votre disposition tout de suite aussi si vous avez des questions. Merci beaucoup. Donc, on a déjà beaucoup de questions qui ont été traitées dans le chat. Vous avez été super efficace. Oui, merci à ma collègue Camille. Moi, je ne voyais pas les questions, donc je les découvre là. Mais si elle a pu répondre à tout. Ouais. Alors, on a simplement trois dernières questions qui ont été posées dans le chat. On peut peut-être essayer de traiter ces trois dernières. Donc, une venant du CITEC, est-ce qu'il faudra fournir aussi un estimatif des dépenses qui devraient être engagées pour chacun des bâtiments de la liste que nous devrons fournir? Oui, on demande les dépenses, enfin, d'estimer les dépenses pour chaque étude. Donc, si vous pouvez déjà obtenir des devis pour avoir une idée du coût ou mettre… oui, c'est ça, dans la candidature, on demande un estimatif de combien vont coûter toutes les études. Et c'est à partir de cette estimation qu'on va calculer le taux de subvention auquel vous avez droit. Ok, merci pour cette réponse. On a une autre question aussi. Donc, si des bâtiments bénéficient déjà d'aide à la maîtrise d'œuvre sur d'anciens programmes actés, a-t-on possibilité de demander du financement complémentaire via chaîne? Non, c'est possible. Enfin, une collectivité lauréate acté 2 peut candidater à acté+, il n'y a aucun souci, mais ça doit être sur des actions différentes, sur des nouveaux bâtiments ou des nouvelles actions. Donc, s'il y a déjà de la MOE qui a été financée dans acté 2, même si on n'a pas remboursé autant que vous auriez aimé, ça ne sera pas possible d'obtenir des fonds en plus sur ces mêmes études de maîtrise d'œuvre dans acté+, dans chaîne, du coup. Ok, et on va prendre une dernière question peut-être, Alexis Pelat. Je vous laisse peut-être poser votre question à l'oral qui est assez longue. Oui. Oula. Oui. Bonjour, vous m'entendez?
Oui, Oui. très bien, merci. Oui, merci beaucoup. Non, juste, c'était une petite question plutôt de logistique financière. C'est vrai que nous, on coordonne plusieurs groupements là, côté métropole avec pas mal de partenaires et de membres. Et du coup, ça génère en fait d'avoir à faire des reversements d'un montant assez important. Donc, on récupère pas mal d'appels de fonds FNCR qu'on doit reverser après. Et en fait, il y a un impact budgétaire qui est quand même pas négligeable. Ça veut dire que vu qu'on reverse les fonds, il faut quand même que ça soit inscrit à notre budget. On commence à avoir des lignes budgétaires à 1 million d'euros de fonctionnement à devoir reverser. Donc c'est un impact qui est important, alors même qu'on sert que de boîte aux lettres, entre guillemets, qu'on reçoit les fonds, qu'on reverse. Et du coup, je me demandais si dans ce cas de figure-là, est-ce qu'on s'était envisagé d'avoir toujours cette mécanique de coordination, c'est-à-dire que nous, on gère toute la coordination, on remonte les dépenses, pas de problème. Une seule convention, mais d'avoir en fait juste 4 virements au lieu d'un, quoi, que ça soit viré directement aux bénéficiaires finaux et pas que ça passe pas forcément par nous. Oui, j'entends bien cette difficulté. Je peux faire remonter la demande. Je ne crois pas que ça soit prévu aujourd'hui dans Acte et Plus, mais il reste des ajustements à faire et donc je vais faire remonter la demande et voir ce qu'il est possible de faire. Mais sachant que au point de vue logistique, pour nous, ça complique, ça Oui, bien sûr, oui. démultiplie les démarches, surtout qu'on aura encore plus de lauréats Acte et Plus et on l'espère. Mais en tout cas, je fais remonter la demande, ouais, c'est bien noté. Ouais, mais s'il y a besoin de précision sur le fait, mais c'est vrai que nous, c'est lié à un volume en fait qui devient vraiment important et ça nous limite en fait un peu en termes de budget, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci. On va clôturer le webinaire ici. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle question, mais que Camille y avait répondu également dans le chat. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous transmettra l'ensemble des questions qui ont été posées durant le webinaire et les réponses apportées. Comme ça, tout le monde pourra bénéficier de ces réponses. On vous transmettra également l'enregistrement du webinaire et les présentations. Et donc, on vous transmettra aussi les contacts pour répondre à vos questions. Oui. Merci à tous. Oui. Ou un mot de fin peut-être, Sophie, si vous souhaitez Oui, conclure. merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. On sait que vous en aurez encore. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez candidater, qu'on puisse vous aider à préparer votre candidature. Et puis voilà, bonne journée à tous. D'accord, merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.